Bonjour, salut à tutti. Quatrième et dernier estival en Corse. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi la route des églises de Corse, la route des églises romanes et des églises baroques, à partir de Bastia où nous sommes à présent. Bastia, dans ce cadre baroque typique, derrière les deux clochers de l'église Saint-Jean, Bastia, ville ouverte sur la Méditerranée qui au cours des siècles a su accueillir les cultures de Toscane, de Pise et d'ailleurs. Bastia, dans ce cadre typiquement baroque, où de Terrano à Terravetia, de la citadelle à Ovetioborto, il y a quelqu'un qui connaît bien ces endroits, c'est Jacques Fouzel, Giacomo Fouzel. Alors, vous êtes pêcheur depuis des générations, c'est votre quartier de naissance, vous avez toujours vécu là. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet environnement baroque autour de Saint-Jean, Santa Maria? Quand on est à la mer, c'est des repères pour nous. Et je veux dire, même quand il y a la tempête ou mauvais temps, Sainte-Marie ou Saint-Jean, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Bon, alors en ce moment, la pêche, qu'est-ce que vous pêchez? Les langoustes. Cette année, il y a eu un bon recrutement. C'est une assez bonne saison. Vi dico buona pesca, spero che la Serrarona. Allora, a Diavarà. C'è sempre un affare che i pescatori si dice mai buona pesca. Ah, bon, si dice come? Allora, a domani e a presto. A presto. A presto, già. Aujourd'hui donc, nous partons à la découverte des églises romanes de Corse, à la rencontre de l'art des communautés insulaires des 10e et 11e siècles, à partir de Marianne, Murate et San Florenzo. Puis nous irons dans le Bauge, la vallée Rouge, pour découvrir les fresques des 15e et 16e siècles que renferment les églises et chapelles de cette région. Témoignage, s'il en est, des échanges constants entre les Toscans, par exemple, et les artistes corses de l'époque. Puis nous irons rejoindre la fraîcheur bienfaisante des châtaigniers en Castaniche pour découvrir le baroque en Castaniche à travers les nombreux villages typiques de ces vallées, La Porte, Piedigroge et Carqueto. Enfin, nous reviendrons ici à Bastia, véritable capitale baroque de l'île, où l'on remarque particulièrement l'arrangement baroque citadin. José Tomasi, vous serez notre guide dans cette découverte des églises romanes de Corse et des églises baroques. Vous êtes historien de l'art, vous êtes professeur, responsable du département art plastique de l'Université de Corse. Je crois que vous êtes aussi plasticien de l'environnement, architecte d'intérieur. Vous êtes un spécialiste également de l'art baroque. Je crois qu'on le voit aussi, vous êtes un passionné de la pierre, que vous travaillez parfaitement bien d'ailleurs, et vous êtes également un passionné de la botanique. Vous avez chez vous de nombreuses espèces originales que vous entretenez avec soin. Bien, vous savez que les passions naissent dans la prime jeunesse. Il est sûr que, fils d'homme de la terre, on est passionné par la terre et on le reste. Du moins, on essaye de le rester. Le reste vient avec le temps. L'histoire de l'art est venue en complément d'un manque épouvantable. Jeunes étudiants en Corse, nous n'avions rien vu et je crois que toute notre vie s'est passée et se passera à essayer de faire comprendre aux autres ce que nous avons mal compris, étant des insulaires complètement séparés de l'Italie, de Paris à cette époque. Tout de suite derrière Saint-Jean, derrière le quartier du Vieux-Port, on s'engouffre subitement dans le quartier historique de Bastia. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes ici dans une rue qui est encore de structure médiévale. On la voit arrondie et par contre nous percevons déjà ce que va nous apporter le XVIIe, ce que va nous apporter la contre-réforme. Les jésuites savent choisir des espaces nouveaux, ils vont les rendre théâtraux et je crois que cet espace scénique que nous allons découvrir maintenant est quelque chose d'exceptionnel. Et dans Bastia, après avoir couvert le ruisseau du Guadello et devant le palais des Carafes qui est ici, qui est un des très beaux palais génois avec ses 40 pièces, l'immense église, précédée des statues de Saint-Ignace et de Saint-François Xavier, qui développe donc ces volutes nouvelles issues du Gesù de Rome et qui devient un des lieux essentiels de Bastia avec la cathédrale et l'église paroissiale. José, pour comprendre cette promenade, il faut peut-être expliquer un peu dans quelle période de l'histoire de l'art nous allons nous situer. Écoutez, le problème est simple. Si la Corse, et nous en sommes persuadés, a touché au rive de toutes les civilisations, il va falloir couper dans ce vaste panorama pour n'en arriver qu'à l'essentiel de notre recherche, de notre démonstration, le roman et le baroque. Alors justement, pour faire cette promenade,
Et d'ici, pendant de longues années, des cars sont partis pour rejoindre des villages. C'était le seul lien qu'il y avait entre les villages et la ville. Et bien justement, nous allons reprendre ce petit car pour partir faire notre promenade à la découverte du roman et du baroque. Alors Jean, vous vous souvenez de cette époque où le petit car était le seul lien entre les villages et la ville? Oui, ça fait une vingtaine d'années ou 25 années. Bon, on faisait ça. Ici, c'était l'arrêt de tous les gens des villages, soit de la Castagnique, soit de toute la Casinca, ou soit pour le Bouzio, si vous voulez. Mais on ramassait les gens ici avec la marchandise, de la farine, du maïs. Et en plus de ça, on transportait le courrier. Ben, ce coup-ci, on va refaire ce voyage et remonter dans les villages avec le petit car. D'accord. Allez, on y va. Et à partir de quelle date on doit considérer que l'art roman s'installe en Corse? Que lorsque l'art roman, à travers Pise, arrive en Corse, c'est un art qui est largement développé par ailleurs. Chez nous, il sera plus familier, peut-être plus naïf. Les églises seront moins grandes. Ce ne sont pas de grandes églises de pèlerinage. On n'est pas, encore une fois, sur la route de Saint-Jacques de Compostelle ou de Rome. Mais ô combien maîtrisé par des gens du terroir qui vont travailler avec un petit appareil, souvent polychrome, et dans une expression beaucoup plus intimiste. Ce sont de véritables ex-voto qui sont posés sur nos collines, sur nos chemins. Très bien, alors je vous propose justement de découvrir les églises romanes de Corse. Quel a été exactement le rôle de Pise à cette époque? Lorsque la République s'est vue confier la suprématie, comme je vous l'ai dit, par le pape, c'est la Corse terre pontificale, elle n'a eu de cesse que de rétablir la société corse dans ses normes antiques, c'est-à-dire d'inviter la population qui était remontée à la montagne à la suite des incursions, des malheurs différents, de revenir dans les plaines et d'y vivre comme nous vivons aujourd'hui nous-mêmes. Quelles sont les caractéristiques techniques et ornementales des églises romanes de Corse? La nef unique a toujours été privilégiée et aussi la couverture en charpente et en lauze, avec des petites fenêtres simples comme des meurtrières qui distribuent une lumière rare. Ce qui séduit la personne qui regarde ces églises, c'est toujours la taille de pierre. On calcule à joint vif, on demande au tailleur de pierre de donner exactement la dimension qu'il faut pour faire une sorte de plaquage sur un cœur de mur. C'est très savant dans la taille de pierre, c'est peut-être moins difficile à monter, mais le résultat est là. Si on devait définir une caractéristique particulière de cette église de la Canonica, quelle serait-elle? Eh bien, je crois qu'on pourrait dire que c'est une architecture quasi parfaite en ce qui concerne son abside que vous avez sous les yeux, par l'harmonie générale des proportions, l'élégance, la simplicité, le décor très sobre, mais parfaitement intégré aux lignes très pures de cette architecture. C'est un exemple parfaitement choisi qui illustre la splendeur de l'art roman pisan à la fin du XIe siècle, dans la deuxième moitié du XIe siècle. Et pas loin de là, un peu plus haut, dans le Nebbio, l'église de San Miguel di Murato. Avec son campanile qui est accolé devant la façade, elle a un caractère très spécifique. Parce que la Maestranza a utilisé un procédé, la polychromie. On a fait presque un système avec une pierre splendide qui se trouve dans le fond du Béving, une pierre vert sombre qui alterne avec les claveaux blancs. Et ça frappe l'imagination de celui qui la regarde. Et si l'on voulait être complet sur la route de la découverte de ces églises romanes de Corse, qu'est-ce qu'on pourrait dire des autres édifices? Il faudrait ne pas oublier le sud, qui a peut-être été fort détruit, mais qui en avait tellement. Par exemple, Carbini, qui est peut-être de la fin du XIe siècle aussi, une des premières pievanie reconstruites. Et puis un peu plus tard, Poggio di Talane, aujourd'hui Santa Lucia di Talane, vers 1120-1140. Et puis aussi un peu plus tard, Santa Maria Figaniel, et tant d'autres,
qui vraiment font voir l'homogénéité de la Rome en Corse. Nous poursuivons notre route et nous nous rendons à San Fiorenzo pour découvrir la cathédrale du Nebbio. Alors, la cathédrale de Nebbio ressemble beaucoup à celle-là, sauf qu'étant dans un matériau complètement différent, c'est un calcaire blanc, alors qu'ici c'est un calciste gris, la pierre de Brande. Naturellement, l'effet est différent, mais la structure est la même. Les piliers, 7 aussi de chaque côté pour partager les 3 nefs, sont soit carrés, soit circulaires, avec un décor plus important à la façade et 5 arcatures. Et dans le mouvement général du roman en Europe, quelle place occupe le roman en Corse? Comme vous le savez, c'est un art très international. La Toscane et tout ce qui en dépend. Il faut dire que leurs maçons très nombreux ont beaucoup essaimé et fait connaître leur technique. La Toscane est vraiment une province particulière de l'art roman. Eh bien, nous y sommes rattachés tout naturellement. À 2 pas de ce véritable monument de l'art roman qu'est la cathédrale du Nebbio à San Fiorenzo, se trouve un vignoble fameux où tradition et dynamisme font décidément bon ménage. Nous traversons en ce moment l'exceptionnelle région viticole qui est donc cette conque calcaire sertie dans le schiste de la Corse du Nord et qui a produit, on l'a vu tout à l'heure, un certain nombre de médailles d'or au concours viticole. C'est exceptionnel, en particulier au niveau du muscat qui rivalise en ce moment avec le sauterne par exemple en ce qui concerne la dégustation du foie gras. C'est remarquable. Alors nous allons précisément à la rencontre d'Antoine Arène, qui est l'un de ceux qui récoltent de nombreuses médailles. Je suis issu d'une famille de vignerons depuis pas mal de générations, mais j'étais jeune à une époque où la viticulture de patrimoine se portait, la viticulture en général, mais l'agriculture en général se portait plutôt mal, à tel point que nos parents nous poussaient à faire autre chose que de l'agriculture. Donc c'est pour ça que je me suis trouvé étudiant en droit à Nice dans les années 75. Et ça a été aussi un déclic à l'époque pour moi de prendre conscience qu'il fallait retourner dans ce pays pour faire quelque chose, prouver que l'on pouvait vivre de son travail et de son labeur, de sa sueur, sans avoir à quémander l'aumône. E dunque, a Vigna in Patrimonio diedino l'occasione di promuovere a fare esattamente, un patrimonio di patrimonio. Esattamente, di un nostro patrimonio e a parte dal suo patrimonio così, abbiamo fatto la promozione di tutto un rione. Mais nous avions créé un comité de promotion de patrimoine par la vigne et le vin, non pas pour la vigne et le vin, mais par la vigne et le vin. Et c'est là, entre autres, qu'est né le fameux festival de guitare, qui aujourd'hui est un festival qui est pérennisé dans le temps, puisque les plus grandes vedettes viennent à ce festival, et viennent volontiers, parce que justement, il y a encore une convivialité, les gens se retrouvent, il y a encore, je dirais, les gens se parlent. Il y avait une tradition de guitare à Patrimoine. Les vieux vignerons se rencontraient souvent et jouaient de la guitare. Donc c'est pour ça qu'est née cette volonté, en fin de compte, de créer un festival de la guitare. Inclusivo di finisce. Pace e salute. Pace e salute. San Miguel se trouve sur la commune de Murato. Mais il y a aussi, José, je ne sais pas si vous le savez, une très bonne table à Murato, l'auberge de Campuimonte. Vous allez me dire que nous y allons, et j'en suis ravi. je vous- Et c'est une auberge qui est installée dans une ferme de la fin du 19e, constituée de plusieurs bâtiments qui entourent une très belle petite place au milieu des châtaigniers, remarquable par la disposition de et surtout la restauration de ces pièces. Pauline, Juillard, qu'est-ce qui a motivé la création, l'ouverture de cette auberge à un moment donné? Le fait déjà de montrer cette maison qui est quand même ancienne. Et on se dit, bon, on va la retaper, puis on va faire venir des gens, puisque nous sommes exploitants agricoles. Ça nous a permis de créer une ferme auberge avec nos produits, les produits de nos amis. Et voilà, et c'est parti comme ça. Ah, ben voilà une bonne soupe de chez nous. José, je suis sûr
que vous mourrez d'envie de savoir ce qu'on va manger ce soir. Absolument. Alors Paul, qu'est-ce que nous avons au programme? Eh bien, ce soir, donc, je vous propose du jambon, donc notre soupe, du jambon, des beignets au fromage. Ensuite, il y a du gigot de routard, des storzabred, nos storzabred, évidemment, tomates farcies, plateau de fromage avec nos confitures. Après, nos beignets soufflés, Beignets soufflés. le fiadone et les clémentines. Oui. Et puis alors les stourzabredi. Alors le storzabred, oui, le storzabred, c'est un plat typiquement bastien. Oui. Donc c'est surtout les parents d'Henri qui m'ont donné la recette, ce sont des vieux bastiais, et qui m'ont dit ça, il faut que ça se entre dans la menu, ça. voilà, dans tes repas. Et voilà, depuis on a fait le storzabred, donc storzabred. Dans les storzabred, on met des blettes dans de l'eau, on les fait blanchir en 9 minutes. Vous avez arrêté le broch. De la parre, c'est une herbe aromatique qui est cultivée, qui n'est pas sauvage. Sel, poivre, des œufs, vous mélangez le tout. Et vous roulez légèrement dans la farine, vous faites des petites boules, vous roulez légèrement dans la farine et puis vous pochez dans l'eau bouillante. Et ensuite vous gratinez au four avec un fond de sauce, du veau, de l'agneau, ce que vous voulez. Il y avait en Corse des dizaines et des dizaines d'églises renfermant de nombreuses peintures à fresques. Un certain nombre d'entre elles ont été tirées de l'oubli. C'est le cas de celles que l'on rencontre dans les églises de Bozzo et Vallerusti. Une véritable Bible ouverte pour les communautés de l'époque.
gagnant les polyphonies de voce di Corsica. Bonsoir tout le monde. Et je vais remercier quand même tous les professionnels qui ont voté pour nous. Et cette victoire quand même, c'est la victoire de la Corse. Merci beaucoup. La nature, on parle d'elle-même, on entend l'oreille, on entend les oiseaux, on entend des chèvres, puisque là, en dessous, je crois que rien que ça inspire, ça donne envie d'écrire. Et rien que je dirais, le silence de la nature, je crois que ça n'existe nulle part, en tout cas pas dans les villes. Donc c'est très important. Pedro El Fucci, nous sommes ici à Sermano, et Sermano, c'est non seulement ton village, mais c'est aussi le lieu où le chant polyphonique sacré, c'est le mieux conservé. Comment ça s'explique, ça? Ben, je crois que c'est l'activité pastorale importante qui a fait que les populations ont été maintenues dans l'intérieur. Il se trouve qu'il y avait une croyance, c'est quand même assez importante, et le chant sacré s'est maintenu et ça a été transmis de père en fils, de génération en génération, et de bouche à oreille. Les jeunes n'avaient qu'à tendre dans l'oreille, puisque on peut dire chaque famille chantait cette polyphonie-là. Et encore aujourd'hui, ça se reproduit de la même manière? Oui, la preuve, chaque dimanche, même les jeunes commencent à s'y remettre, entourés bien sûr par les anciens. Et alors, Pedro, la messe chantée, à Messa Cantada in Corso, c'est quoi exactement? C'est un chant particulier avec plusieurs voix? Comment elle s'exprime? Qu'est-ce que c'est exactement? Déjà, la polyphonie, c'est plusieurs voix, comme son nom l'indique. Et notre polyphonie à nous, il y a d'abord, là-bas, c'est 3 voix. C'est la première voix, à seconda, qui lance le chant. Là-bas, c'est qui se greffe tout de suite après. Et puis à terza, la voix haute, qui termine le chant et enjolive par les ornementations, par les mélismes, puisque le mot savant, c'est mélisme, et qui termine donc le chant. Donc là-bas, c'est 3 voix. Mais c'est vrai qu'il est arrivé de doubler même plusieurs voix, c'est-à-dire au moins la basse. L'âne, c'était l'outil indispensable à la vie agricole et pastorale. Puis, il a peu à peu disparu. De plus, exporté, il a souvent fini dans les abattoirs. Et il n'en restait plus que l'image d'Épinal de l'âne paresseux que l'on voyait sur les routes et qui faisait la joie des touristes. Bon, nous, on le réutilise sur le loisir, parce que c'est un vecteur qui est assez porteur, qui marche bien. Et en même temps, c'est bien intégré. On ne veut pas importer du poney, du lama, etc. C'est quand même dommage d'avoir une race aussi rustique et d'importer un produit extérieur. L'âne de Corse est recherché d'abord parce que sur le plan du loisir, pour la randonnée, et puis beaucoup de personnes actuellement cherchent un animal de compagnie. L'âne est très affectueux, avec les enfants c'est la peluche, c'est un petit peu la peluche, quoi. De plus, ça permet la découverte par la promenade. Voilà, par la promenade, on a une découverte et puis une rencontre, c'est un moyen de communication. Si on arrive dans un village ou dans les villages avec les ânes, les gens viennent caresser les ânes, il y a un discours qui se fait automatiquement. Si on arrive à pied tout seul ou en vélo, c'est pas pareil. Donc l'âne, c'est aussi un moyen de communiquer avec les autres. Donc l'âne de Corse, une bonne occasion de découvrir l'art baroque en Castagnic, une manière aussi de sortir des sentiers battus. Découvrir l'art baroque en Corse, c'est aussi découvrir la magnifique église de la Porta, monument de l'art baroque au centre de nombreux édifices qui font penser peut-être qu'en Castagnic, il y a une concentration plus importante d'édifices religieux d'inspiration baroque. Pas spécialement. Je crois qu'il faut remettre tout ça dans le contexte des 150 édifices baroques que nous avons dans le nord de l'île. Et c'est là qu'on va développer
ces magnifiques constructions, à la suite, bien sûr, de la contre-réforme. Nous avons un superbe exemple ici à la porte. On se retourne, le village ancien, agrippé à la montagne, pour les raisons que l'on connaît, de structure médiévale, une église du 14e, 15e, remodelée bien sûr, et puis tout à coup alors, à partir de la fin du XVIe siècle, pour les besoins de la liturgie nouvelle, cette liturgie qui contre la réforme et qui a besoin de théâtralité, voilà l'espace nouveau. On accroche au village ancien donc un espace théâtral, neuf. Dans l'esprit des jésuites, il faut que les processions se déroulent avec une effervescence extraordinaire sur un contrefond d'église qui va promouvoir le nouveau style alla moderna, le style nuovo des jésuites. Et voilà comment va se réorganiser le village, avec en contrepoint bien sûr le phare sonore, le clocher. Ici, nous avons ce plafond qui est remarquable, mais qui est à la fois familier et naïf, et expressif aussi, cerné de noir. C'est quelque chose qui n'est pas du grand trompe-l'œil italien, c'est du sotto in su, comme on le dit à Rome, sens dessus-dessous, qui vous attire par l'effet un petit peu grossier qu'il produit. Ce qui me paraît absolument intéressant, et dans les autres églises qu'on va voir aussi tout à l'heure, c'est la déclinaison de ces frontons jésuites qui finissent par éclater. Ce sont de petites mises en scène dans les chapelles, entourées de piliers salomoniques, de colonnes torses, qui sont de véritables mises en scène de théâtre. C'est un espace nouveau qui se crée. Il faut subjuguer. Ici, dans un plus petit village, une magnifique église, avec un clocher dont la progression des ouvertures vous amène vers le haut. Fenêtres simples, fenêtres géminées. Et puis même dans la façade, espace réduit, mais très haute façade, d'une simplicité remarquable. On a simplement utilisé le dorique simplifié dans l'ordre toscan de la Renaissance. Je crois que dans la typologie du baroque, cette église en Corse compte beaucoup. Elles sont toutes très belles, mais je crois qu'il y a ici quelque chose d'autre, peut-être aussi par le fait qu'elle n'a pas encore été restaurée. Alors José, ici, ce qu'il y a de très typique, c'est quand on rentre dans cette église, on est saisi par l'espace. On est saisi par la qualité de l'espace qui est due en fait à ce transept immense, préparé par un jeu de travées rythmiques. Regardez, les grandes arcades qui permettent d'aller dans les niches diminuent d'intensité au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'arc triomphal. Alors, il faut quand même dire une chose, nous sommes ici dans la Corse schisteuse. Et ce qui a permis justement toutes ces corniches, toutes ces petites architraves et ces chapiteaux finement sculptés, c'est l'utilisation de la toute petite pierre. Et avec une grande économie de moyens, une certaine naïveté dans les représentations, une église absolument superbe. Je crois que ces 150 églises baroques de Corse sont vraiment un joyau qu'il faut faire revivre, et bien sûr la restauration est devenue vraiment nécessaire. Vingt années de recherche sur la qualité du bois utilisé, du noyer, de l'adaptation des motifs à la finition la plus raffinée, un travail exemplaire, c'est ça Abel Raclot. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça fait partie d'un dossier d'un fauteuil.
sans doute, je ne sais pas exactement l'origine, mais c'était peut-être un fauteuil qui vient d'une église, autrement d'une famille noble de l'époque. De quelle époque? Eh bien, c'est toujours le XVIIe, là. Alors, Abel, quand on évoque l'art baroque en Corse, on ne peut pas faire l'impasse de parler du meuble corse baroque, dont vous êtes peut-être l'un des plus grands spécialistes. C'est-à-dire, moi au départ, je ne savais pas si c'était du baroque ou pas. Hein. C'erano Bulgos, c'erano Daulino Vezinco, che mi piacevano, arrivato e basta. J'ai trouvé que c'était dommage, étant donné qu'on a un certain passé artisanal, surtout dans la région d'Orizia, c'était dommage de laisser dormir tout ça. Hein. Et comment on peut le définir, le mobilier corse baroque? Et c'est un meuble tout à fait méditerranéen qu'il y avait dans la Méditerranée, c'est tout. C'était les nobles de l'époque qui ont ramené un peu ça d'Espagne, d'Italie. Par sur notre table d'Aulino Vezinco, qui est notre table corse, toutes les entretoises sont en bois. Ce qui est plus joli, c'est quand même des animaux, oui. C'est le dauphin. Par la suite, avec les artisans, ça a pris des allures serpentiformes, je dirais. Quelles sont les autres pièces importantes? Eh ben, il y a la chaiserie. La plus belle, c'est le bureau, hein? C'est-à-dire au scagno. Et dopo, Aide Ugoso, c'était un meuble de base c'était le pétrin, a Maria. C'è di questo qui, per esempio, che dietro la lavabo di replica, noi chiamiamo usaviore. Allora, tanto qui c'era un bacile, c'era un piattino per mettere il salone e qui c'è il usacucco per l'acqua. Vous avez réalisé des ouvrages importants ces derniers temps? Ah, surtout des portes d'église, des hôtels. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette volonté de réinstaller les artisans dans le village? Eh bien, ça va, j'en ai formé pas mal. Maintenant, je suis en train de faire la formation de M. Alexandre, je suis en train de me le figurer, je dirais. Valérie Alexandre, donc d'être là, dans l'atelier d'Abel Raclos, c'est une manière d'assurer la suite? Ah oui, je pense que oui, puisqu'il a un savoir qui est important, que j'aime beaucoup, puisque c'est mes racines. Hein. Donc il m'apprend, il me transmet son savoir, mais en même temps que son savoir, il m'apprend aussi c'est une façon de penser, une façon d'être, une façon de vivre quotidienne. Parmi ces 26 églises et couvents, on peut retracer pratiquement toute l'histoire du baroque et aboutir bien sûr au rococo de Sainte-Croix, dans l'oratoire de Sainte-Croix. Alors l'histoire du baroque se développe à partir de Sainte-Marie, plan traditionnel encore, et puis petit à petit, on va aller vers un espace totalement ouvert. On ne divise plus l'église en 3 parties, mais on accueille le public au même endroit. C'est la même chose pour tout le monde et il faut séduire les foules. L'église est le moteur de la ville parce que dans une petite économie d'une ville qui vient de passer de 1500 à 5000 habitants, Bastia au XVIe siècle, les chantiers des cathédrales, les chantiers des églises sont des chantiers extraordinaires. Toute la population peut vivre de ces chantiers. Combien? 100, 200, 500 personnes sur une population aussi faible, c'est extraordinaire. De la confrérie de Sainte-Croix, cet exemplaire unique de modalité
à résonance rococo, enfin barocchetto italien, est une chance esthétique pour la Corse et il vient en point d'orgue de l'histoire du baroque à Bastia. Les pilastres, les corniches, les architraves, les chapiteaux, tout vole en éclats. Et je crois que ça correspond un petit peu à la musique de Mozart. Le principe est le même. Sur les pilastres, petit à petit, quelque chose d'insignifiant qui monte, on le perçoit à peine, qui devient à un moment donné un cartouche, et en haut, c'est l'explosion générale. Nous avons la chance aujourd'hui d'être reçus par Georges de Zerbe, qui pourra nous parler, lui, de l'aspect caritatif et surtout du renouveau des confréries. La confrérie de Sainte-Croix de Bastia a une particularité tout à fait extraordinaire, c'est qu'elle détient, elle abrite le crucifix des miracles, trouvé en mer il y a de nombreux siècles. Et cette dévotion au Christ noir explique, je crois, en grande partie le fait que notre confrérie ne soit jamais morte. Chacune avait bien évidemment sa spécialité. La nôtre, c'était les pauvres, d'autres, c'était l'accompagnement des condamnés à mort. Certaines, comme celle de la Miséricorde, par exemple, payaient les rançons des jeunes, des femmes, des enfants qui étaient emportés comme esclaves et dont il fallait acquitter une rançon. Depuis quelques années en Corse, on assiste à un renouveau des confréries. Comment on peut l'expliquer? Je crois qu'il y a un besoin de retrouver l'authenticité, de retrouver des racines véritables, de retrouver certainement une spiritualité dans un monde déshumanisé et matérialistique. Nous ne pouvions achever notre promenade du roman au baroque sans évoquer la magnifique collection de primitifs italiens que l'on peut découvrir au musée Fesch à Ajaccio. José, c'est une collection privée du cardinal Fesch qui est donnée à voir depuis quelques années au public. Collection inestimable qui nous fait traverser l'espace pictural européen depuis le XIVe jusqu'au XVIIIe siècle, avec quelques toiles absolument époustouflantes, un Titian et surtout un Cosmétour d'un expressionnisme étonnant. Autre rendez-vous que je donne aux téléspectateurs, c'est l'ensemble des récitals qui sont donnés à Bastia dans le cadre de Escapade baroque depuis le début de l'été. Dès ce soir, le 3 août, aujourd'hui en l'église Saint-Roch, donc l'orchestre lyrique français. Le mercredi 14 août à la citadelle Le Groupe à Villette. Et le 21 août, récital d'orgue en l'église Sainte-Marie. Et puis, pour permettre à chacun d'aller plus loin dans la découverte des églises romanes et des églises baroques, José, je crois que vous pouvez nous proposer quelques livres. Prenons deux axes. La Corse romane, chez Zodiac, oui. Par Geneviève Moracchini-Mazel, un ouvrage de référence. D'excellents guides, chez Gallimard, donc Corse du Nord et Corse du Sud, en 2 volumes bien sûr, abondamment illustrés, et puis aussi aux éditions de la Manufacture, par Georges Ravis Giordani, le guide de la Corse. Nombreuses photos d'église, bonnes explications. L'excellent ouvrage de notre collègue Joseph Orsolini sur la fresque, un créneau qui s'établit entre le 15e donc, et le 17e siècle. Et puis bien sûr, encore une fois, le Mémorial des Corses, dans 6 volumes, qui est un ouvrage de référence, énormément d'histoire. Et je voudrais quand même montrer ici le dernier ouvrage de Jacques Thiers, Awarca di Madonna, la barque de la Madone, qui est relatif donc à la Madone du Grand Retour. Et je crois qu'il y a là toute une panoplie d'ouvrages qui peuvent nous permettre de porter notre connaissance sur la Corse beaucoup plus loin qu'on ne l'a fait jusqu'à ces 10 dernières années. José, le temps est venu de conclure. Je vous remercie d'avoir été notre guide précieux au cours de cette promenade. Demain, les estivales continuent. Je vous donne rendez-vous à la même heure sur les routes de Lorraine, Champagne-Ardenne. Au revoir, à bientôt.